Antoine Delacroix se tenait immobile devant la porte massive en chêne sculpté du luxueux appartement haussmannien situé dans le prestigieux 16e arrondissement de Paris. Il appuya patiemment sur la sonnette en laiton pour la 3e fois, son visage trahissant une inquiétude croissante. La pluie fine et glaciale d'octobre fouettait les vitres du couloir, reflétant les traits tirés de cet homme d'affaires influx. Sa montre de luxe au poignet marquait 15h15. Un quart d'heure s'était déjà écoulé depuis l'heure convenue pour récupérer sa fille, mais Hélène n'avait toujours pas fait descendre la petite Sophie dans le vestibule de marbre. Soudain, son téléphone vibra dans la poche intérieure de son costume sur mesure. Antoine décrocha immédiatement. À l'autre bout du fil, la voix pâteuse et traînante, typique de quelqu'un ayant abusé des grands crus, résonna désagréablement, « La porte est ouverte, mon chéri. Entre et récupère-la toi-même. Je suis un tout petit peu occupé. » Antoine fronça les sourcils, une colère froide montant en lui. Il raccrocha brutalement et poussa la lourde porte. Dès qu'il posa un pied dans l'entrée, une odeur pénétrante l'assaillit, l'obligeant à grimacer de dégoût. C'était l'arôme aigre d'un vin rouge rance, un Bordeaux probablement ouvert depuis trop longtemps, mêlé à l'air vicié d'une pièce calfeutrée. Le vaste salon, décoré avec un chic parisien ostentatoire, était plongé dans la pénombre, les lourds rideaux de velours tirés en plein jour. Sur le tapis en peau blanche, des bouteilles de vin vide gisaient éparses comme des cadavres de verre. Hélène, cette femme qui prétendait toujours incarner la mère française parfaite, adepte de la gastronomie saine et de l'élégance naturelle, était affalée sur le canapé en velours côtelé. Elle ne portait qu'un peignoir en soie négligé, un bras pendant dans le vide, tenant encore une coupe de vin à moitié renversée. Son maquillage avait coulé, marquant un visage dévasté par des nuits d'ivresse mondaine. « Où est Sophie ?» demanda Antoine d'une voix glaciale, luttant contre la nausée. Hélène entr'ouvrit les yeux avec difficulté et pointa une main tremblante vers le couloir sombre qui menait aux chambres, au fond de l'appartement. Dans la salle de bain. La petite fait sa routine de purification. Ne la dérange pas, s'il te plaît, c'est très important pour sa ligne. Antoine ne prit même pas la peine de répondre. Il enjamba le désordre au sol, pressant le pas. Plus il s'enfonçait dans le couloir, plus le silence devenait oppressant, étouffant même le bruit de la circulation parisienne au dehors. Pas de rire d'enfant, pas de bruit de pas, juste une quiétude morbide. Il s'arrêta devant la porte entr'ouverte de la salle de bain, d'où filtrait une lumière jaune et blafarde. Antoine poussa le battant et entra. La scène qui s'offrit à lui broya le cœur. Dans un coin, sur le carrelage froid en marbre de Carrare, Sophie était recroquevillée. Elle portait un simple t-shirt à manches longues et sa tête était enfouie entre ses genoux. La fillette étreignait son ventre de toutes ses forces, son corps secoué de frissons incontrôlables, le dos voûté comme pour contenir une douleur insoutenable. « Mon Dieu, Sophie !» Antoine se précipita, tombant à genoux sur les dalles froides. Sophie leva lentement la tête. Son visage était d'une pâleur spectrale, sans la moindre trace de couleur, et ses lèvres sèches bougeaient sans pouvoir émettre un son. En reconnaissant son père, la lueur de peur habituelle s'adoucit légèrement, laissant place à une expression de souffrance pure. « Papa. Papa, tu es là. » murmura-t-elle, son souffle faible se perdant dans l'air froid de la pièce. Antoine toucha son front, elle était glacée. Il retira précipitamment sa veste en laine fine pour l'envelopper et la souleva dans ses bras. Elle semblait légère comme une plume, un poids alarmant pour une enfant de 7 ans. Mais lorsque la main d'Antoine effleura accidentellement son abdomen sous le tissu, il sentit quelque chose de terrifiant, le ventre était dur, tendu et gonflé, totalement disproportionné par rapport à son corps frêle. Sans un mot de plus, Antoine quitta l'appartement à grands pas, laissant derrière lui la femme endormie sur le canapé sans même un regard en arrière. L'ascenseur descendit vers le parking souterrain dans un silence suffocant. Il installa Sophie sur la banquette arrière de sa berline avec une infinie précaution, cherchant la position la moins douloureuse pour elle. « Je t'emmène voir le docteur tout de suite, ma chérie. »« Tiens bon, d'accord ?» dit-il d'une voix tremblante en démarrant le moteur. La voiture s'élança hors du garage, se mêlant au trafic dense sous le déluge parisien. Sophie restait immobile, les yeux clos, les mains toujours crispées sur son ventre. Soudain, la voiture fit une embardée lorsqu'une roue heurta violemment un nid de poule caché par l'eau de pluie. Le choc projeta légèrement Sophie sur son siège. Aussitôt, un cri perçant déchira l'habitacle feutré du véhicule. Un cri qui libérait toute la douleur réprimée depuis trop longtemps. Antoine freina sec,
se garant en urgence sur le bas-côté, ignorant les klaxons furieux des conducteurs parisiens impatients. Il se retourna vers l'arrière. « Sophie. Qu'est-ce qu'il y a? Où as-tu mal ?» La fillette le regarda avec des yeux écarquillés par la panique, le souffle court et saccadé. « Papa, aide-moi. Ça recommence. Ça bouge. » Antoine, les mains tremblantes, souleva le t-shirt de sa fille pour examiner son ventre. La peau fine et translucide était tendue à l'extrême, révélant un réseau veineux bleuté. Et sous cette peau, des masses étranges se déplaçaient. Elles montaient et descendaient, s'agitant comme des vagues violentes, se tordant sans cesse. Sophie agrippa le poignet d'Antoine, ses petits ongles s'enfonçant dans sa chair, murmurant entre ses larmes, « Papa, mon ventre s'agite. » La rage et la terreur se mélangèrent, obscurcissant le jugement d'Antoine. Il serra les dents et reprit sa place au volant. Le moteur rugit avec colère, fendant la pluie torrentielle en direction des urgences de la clinique la plus proche. La berline grimpa sur le trottoir de l'entrée des urgences, laissant des traces de pneus noirs sur le bitume mouillé. Il sortit en trombe, portant Sophie presque inconsciente dans ses bras, et fonça vers les portes automatiques. La lumière blanche et crue de l'hôpital les inonda, contrastant avec la grisaille extérieure. « Ma fille a besoin d'aide urgente. Elle a une douleur abdominale terrible avec une agitation sous-cutanée anormale. » hurla-t-il, son costume trempé attirant l'attention du personnel. 2 infirmières poussèrent immédiatement un brancard. Antoine y déposa Sophie, caressant les mèches de cheveux collées par la sueur froide sur son front. Elle n'avait même plus la force de se plaindre. Son visage virait au gris cendre. Antoine courut derrière le brancard dans le couloir stérile. « Je suis là, Sophie, papa est là. » Mais devant la salle d'imagerie, une infirmière lui barra la route. « Monsieur, vous devez attendre ici. Nous avons besoin d'espace. » Antoine resta figé devant la porte close, fixant le verre dépoli. Chaque minute dans cette salle d'attente froide semblait durer une éternité. Il tenta d'appeler le médecin de famille, mais ses doigts tremblaient trop pour composer le numéro. 30 minutes plus tard, la porte s'ouvrit. Le chef de pédiatrie, un homme d'âge mûr aux lunettes cerclées de métal, en sortit. Il ne regarda pas Antoine tout de suite, consultant ses dossiers avec un visage grave. Lorsqu'il leva les yeux, son regard n'était pas celui d'un médecin inquiet, mais celui d'un homme méfiant, teinté de réprobation. « Vous êtes Antoine Delacroix ? » ? « Oui, c'est moi. »« Comment va ma fille, docteur ? » ? « Qu'est-ce qu'elle a ?» Antoine s'avança, la voix brisée par l'anxiété. Le médecin recula d'un pas, maintenant une distance froide. Il plaça une radiographie sur le négatoscope mural du couloir. « Nous avons trouvé une obstruction massive dans l'estomac et l'intestin grêle de la patiente. C'est une masse très compacte qui présente un risque élevé de perforation intestinale et d'infection généralisée. Nous devons opérer immédiatement pour retirer ce corps étranger. » Antoine expira bruyamment, soulagé d'avoir au moins une cause identifiée. « Faites-le. Je payerai tout ce qu'il faut, sauvez ma fille. » Il sortit son stylo, prêt à signer n'importe quoi. Mais le médecin ne lui tendit pas le formulaire de consentement. Il fixa Antoine durement, « Ce corps étranger n'est pas arrivé là tout seul. C'est le résultat d'une accumulation sur une longue période. Savez-vous ce que vous avez fait avaler à votre fille ? » ? « Je ne sais pas. Je viens de la récupérer chez sa mère il y a une demi-heure. » Répondit Antoine, sentant la confusion monter. « Pourquoi me regardez-vous comme ça ?» À cet instant, l'atmosphère changea. 2 officiers de police en uniforme entrèrent rapidement, suivis d'un inspecteur en civil. Ils se dirigèrent droit vers Antoine. Le médecin le pointa du doigt, « C'est lui. » L'inspecteur s'approcha, arrêtant le geste d'Antoine qui cherchait des explications. « Antoine Delacroix, vous êtes placé en garde à vue pour suspicion de maltraitance physique et blessures intentionnelles sur mineurs. » Antoine resta pétrifié. Son stylo tomba au sol avec un cliquetis sec. « Vous êtes fou ? Ma fille est là-dedans, elle va être opérée. C'est moi qui l'ai amenée. » L'inspecteur répondit d'une voix monotone, « Votre ex-épouse, Madame Hélène, a appelé les secours juste après votre départ. Elle a déclaré que vous avez fait irruption chez elle dans un état de grande agitation pour enlever l'enfant. Elle nous a aussi fourni un dossier médical suggérant que vous avez des antécédents d'instabilité et que vous forciez l'enfant à ingérer des objets étrangers pour nuire à la mère. C'est un mensonge.
hurla Antoine, le sang affluant à son visage. Elle était ivre. Elle a abandonné la petite dans la salle de bain. Ne voyez-vous pas comme Sophie est maigre? Nous enquêterons, mais vu l'état critique de la victime et la déclaration initiale, il vous est interdit d'approcher l'enfant. 2 policiers saisirent les bras d'Antoine, lui passant les menottes dans le dos. Il lutta, désespéré, les yeux rivés sur le brancard qui sortait de la salle de radio pour aller au bloc opératoire. « Sophie. Je n'ai pas fait ça. Je vais te sortir de là. » cria-t-il. Les portes du bloc se refermèrent, coupant le lien visuel entre le père et la fille. Une impuissance totale envahit Antoine. Lui, l'un des hommes les plus puissants de Paris, capable de faire trembler la bourse, était désormais incapable de protéger sa propre enfant. Hélène avait tendu un piège parfait. Dans la salle de détention provisoire de l'hôpital, le temps s'étirait. Maître Jean-Pierre, son avocat, un homme grisonnant irradiant l'autorité, entra finalement. Il obtint que l'on retire les menottes à son client pour un entretien privé. Hélène a bien préparé son coup, Antoine. Nous avons besoin de preuves, et vite. Antoine, les poignets marqués par le métal, demanda son téléphone. Il appela Madame Marthe, l'ancienne nourrice de Sophie, renvoyée 6 mois plus tôt. En larmes, la vieille dame confirma ses soupçons, « Monsieur, Madame était obsédée. Elle pesait la petite matin et soir. Si le chiffre montait, elle devenait furieuse. Je trouvais des morceaux de coton démaquillant cachés sous le lit de Sophie. La petite disait que c'étaient les bonbons que maman lui donnait. » Un éclair traversa l'esprit d'Antoine. Le coton. Il se précipita vers le sac à dos usé de Sophie, laissé dans un coin de la pièce. Il l'ouvrit et trouva, au fond, un petit sachet plastique contenant une boule de coton humide et jaunâtre. Une odeur forte s'en dégageait, non pas du désinfectant, mais l'arôme sucré et fermenté de l'orange concentré. Antoine comprit tout avec horreur. Le coton imbibé de jus d'orange, une technique cruelle pour tromper la faim, gonfler l'estomac et couper l'appétit sans calories. Sophie ne mangeait pas, elle se remplissait de cellulose indigeste. « Maître, » dit Antoine d'une voix sourde mais terrifiante, « envoyez vos meilleurs enquêteurs fouiller les poubelles du quartier d'Hélène ce soir même. » Quelques heures plus tard, le chirurgien entra dans la pièce, tenant un bocal couvert d'un drap. L'opération est terminée. Sophie est hors de danger. Mais vous devez voir ça. Il dévoila le contenu, une masse compacte de fibres enchevêtrées. C'est de la cellulose purée de la mousse synthétique. Ça sent l'orange fermentée. La preuve était là, physique, indéniable. Libéré sous caution grâce à cette découverte, Antoine ne rentra pas chez lui. Il rejoignit l'équipe de détectives dans la nuit froide, fouillant lui-même les bennes à ordures près de l'immeuble d'Hélène. Ils trouvèrent des dizaines de boîtes vides de coton bio, de luxe et des factures de jus diététique hors de prix. Pendant ce temps, sur son téléphone, Antoine vit Hélène en direct à la télévision, pleurant des larmes de crocodile, accusant son ex-mari de tous les maux. Le regard d'Antoine se durcit. La vraie bataille commençait. Le procès fut une tempête médiatique. Hélène jouait la victime parfaite à la barre, accusant Sophie d'avoir des troubles psychologiques causés par l'absence du père. Mais maître Jean-Pierre avait un atout. Il sortit une vieille poupée de chiffon appartenant à Sophie. L'accusé prétend que l'enfant mangeait n'importe quoi par maladie. Si c'était vrai, elle aurait mangé le rembourrage de cette poupée. Il éventra la poupée devant le jury stupéfait. Pas de coton à l'intérieur, mais des trésors cachés, un biscuit au chocolat rassis, un morceau de pain dur, des bonbons fondus. Cet enfant ne voulait pas manger du coton. Elle mourait de faim et cachait de la vraie nourriture pour sa poupée, par peur d'être punie si elle la mangeait elle-même. Une vidéo du témoignage de Sophie à l'hôpital fut projetée. Maman disait que si je mangeais les biscuits, je deviendrais laide et papa ne m'aimerait plus. Alors je donnais les biscuits à ma poupée. Le masque d'Hélène tomba. Elle se mit à hurler dans le tribunal, délirant sur le poids et la beauté, scellant son propre sort. Le verdict fut implacable, prison et perte de la garde. 6 mois plus tard, loin du tumulte parisien, dans une ferme rénovée en Provence. L'air sentait le thym et la lavande. Antoine, en chemise de lin et tablier, entra dans la cuisine rustique. Sophie était assise devant un bol de soupe aux pistous fumantes. Elle hésitait, la cuillère à la main, les vieux réflexes de peur encore présents. Antoine ne la força pas.
Il l'emmena au jardin pour lui montrer les racines des tomates. La nourriture, c'est comme l'eau pour ces plantes, Sophie. C'est ce qui te fait grandir et courir vite. De retour à table, Sophie prit une cuillerée. Puis deux. Un sourire illumina son visage, ses joues rosies par le soleil du midi. Papa, mon ventre bouge encore. Mais cette fois, il danse de joie. Antoine lui prit la main, les larmes aux yeux. Il avait vendu son appartement parisien et utilisé une grande partie de sa fortune pour créer la Fondation Sophie, un centre d'aide pour les enfants victimes de maltraitance invisible dans les milieux aisés. Lors de l'inauguration du centre, Sophie, vêtue d'une robe jaune éclatante, tendit un biscuit sablé à un petit garçon hésitant. « Mange, c'est magique », lui dit-elle avec assurance. « Ça rend ton estomac heureux. » Antoine regarda sa fille, fier. Il avait compris que le plus grand héritage qu'il pouvait laisser n'était pas son empire financier, mais la résilience et la bonté dans le cœur de son enfant. Le soleil se couchait sur la campagne française, promettant des lendemains apaisés.